Nouveau numéro de la grande saison ce mardi 12 octobre 2021 sur la radio qui mouille le maillot, consacré à la performance des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Cette émission évoque également les résultats des championnats majeurs en Afrique et le football féminin, sans oublier le retour sur la carrière d'une ancienne gloire ayant marqué l'histoire du football togolais. Cependant, dès que les éperviers augmentent, le format de l'émission change et c'est pour cela que nous allons donc évoquer les éperviers aujourd'hui dans cette émission par rapport à leur prestation contre le Congo samedi dernier au stade de Kégué dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 de football. Pour ce numéro de la grande saison, Vicente Noussoulé est en studio. Vicente, bonjour. Bonjour Kelly, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la 91.9. Félix Ouala, bonjour. Bonjour à tous. Grégoire Atigno, bonjour. Bonjour Kelly, bonjour à tous les fidèles branchés. L'équipe est bien au complet pour ce deuxième numéro de l'émission La Grande Saison sur la radio qui mouille le maillot. Le contrôle de la console technique est l'affaire d'Anas le puissant Mogon. À la caméra, l'homme s'appelle et l'homme a devant. Au micro, je suis Kelly Akweso. Chers auditeurs, bonjour et merci de nous choisir. La Grande Saison numéro 002, c'est parti. Et nous sommes là, bien sûr, pour commencer cette émission avec la gente féminine. Justement, la sélection dames du Togo est en regroupement pour essayer donc de se mettre en jambe pour la double confrontation contre Sao Tomé, Principe, Madame Tometi Kai, et ces éléments sont en regroupement. Grégoire Atignon. Oui, les filles sont donc en regroupement depuis la fin donc de la semaine dernière. La semaine dernière, justement, on parlait de cette équipe après donc le premier regroupement qui a eu lieu avec une quarantaine de joueuses. Maintenant, cette fois-ci, c'est 26 joueuses qui ont été donc convoquées et parmi ces 26 joueuses, on retrouve également 4 qui viennent donc de l'étranger. Il s'agit donc de ces filles-là qui se retrouvent au Maroc, Nintegma Odette et puis Njambara Amiratou. Il y a celle-là qui est du côté du Ghana. Il s'agit de Adinda Akpo Moussirietou et puis Wedikou, ma fille, qui va donc également rejoindre le groupe. Il faut dire que des 4, 3 ont donc rejoint le groupe. Il reste Wedikou, ma fille, qui incessamment donc est attendue pour rejoindre également le groupe. Et donc depuis la fin de la semaine dernière, les filles sont donc en séance d'entraînement. Et je crois qu'aujourd'hui également, elles seront du côté du stade municipal pour poursuivre justement les préparatifs selon donc le programme établi donc justement par le staff technique. En principe, il devait avoir un match amical demain après-midi, mercredi bien sûr, face à une équipe. On ne sait pas encore si ce match va se tenir ou pas, mais je crois que c'est quand même bien de permettre à ces filles-là de se mettre en jambe justement avant donc les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Le Togo joue le 20 octobre prochain à Sao Tomé Principe avant donc de recevoir justement son adversaire le 26 à Lomé pour la manche retour. Il va falloir se mettre en jambe, se préparer véritablement et pour mieux aborder cette rencontre. Je crois que c'est pour cela que le staff a quand même mis en place ce deuxième regroupement de stages. Après le premier regroupement, il y a des internationaux, sinon des internationales togolaises qui ont rejoint le groupe finalement. Et là, on a 16 joueuses expatriées qui ont rejoint le groupe. Je pense que c'est une bonne chose, n'est-ce pas, Vicente? Une très bonne chose parce que quand on voit un peu les joueuses qui sont présentes depuis le premier stage, qui s'est tenu d'ailleurs du 23 au 28 septembre dernier, c'est vrai qu'il y a de la matière, mais on manque de cette expérience-là qui puisse être constatée dans ce groupe-là. Et donc, je pense que, je l'ai déjà dit la fois dernière, que les filles n'ont fait qu'un mois et demi de championnat. Et donc, il y a manque de compétitivité à ce niveau-là. Il va falloir quand même ajouter à ce groupe-là quelques filles qui sont en train de monnayer leur talent au-delà de nos frontières, comme Grégoire vient de les citer, et surtout Wedikou Mafi aujourd'hui, qui est quand même la figure de Gondol, ou encore la référence en termes de football féminin aujourd'hui au Togo. Donc, je pense que ce sera quand même positif pour le groupe, parce qu'ils vont quand même apporter beaucoup de choses à ce groupe-là. Et vivement que voilà, elle se prépare très bien pour affronter Sao Tomé Principe le 20 octobre prochain et le 26 pour le retour. Maintenant, psychologiquement, c'est vrai, les éperviers dames sont en avance parce qu'on se rappelle encore de ce match amical que les éperviers dames avaient joué contre Sao Tomé Principe en amical en 2006, où le Togo avait infligé un score de 6-0 à cette dame de Sao Tomé Principe. C'est vrai que de ça 2006, fait très longtemps, hein. Il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont. De 2006 à 2021, il y a 15 années qui sont passées, 15 bonnes années qui sont passées.
Mais je pense que psychologiquement, ça pourra faire du bien pour ces éperviers d'âme-là. Et c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Félix, voilà, après le travail technique et tactique effectué sur le terrain par Tometi Kai, je pense qu'il faut appuyer cela par des matchs amicaux avant que la double confrontation ne soit jouée. Oui, c'est très important. C'est très important. Comment l'appelle-t-on? Le match se prépare toujours par des matchs d'entraînement et je pense que la sélectionneur a été écoutée. Elle a dit que ces joueuses qu'elle a ici, les joueuses du cru local, bien sûr, ne sont pas encore prêtes techniquement et physiquement. Donc, elle a demandé à ce qu'on renforce l'équipe par des joueuses qui sont de l'extérieur, des professionnels. Donc, actuellement, l'équipe est au complet. Donc, on va les découvrir une première fois face à leur homologue, je crois, du Bénin ou du Ghana pour le match amical. Mais l'adversaire n'a pas été communiqué, mais il y a eu des rumeurs là-dessus. Ça doit être entre les voisins. Oui. Donc, je pense qu'on va découvrir le premier visage de cette équipe avant d'aller affronter notamment Sao Tomé Principe. Mais l'adversaire n'est quand même pas une foot de guerre. C'est une équipe qui est méconnue sur l'échiquier footballistique. En plus, elle a hésité. Cette équipe de Sao Tomé Principe a hésité avant d'accepter même de disputer cette rencontre. Donc moi, je pense que même si ce ne serait pas comme du côté dans le beurre, ça va quand même passer pour le Togo. Grégoire Ratinho, c'est facile pour le Togo contre Sao Tomé Principe? On ne peut pas dire que c'est facile. Un match de football reste un match de football. On ne connaît pas encore la forme de cette équipe de Sao Tomé Principe. Et tout à l'heure, Vicente parlait donc de ce match amical. Oui, il y a beaucoup de choses. 15 ans, c'est très grand. Et ce ne sont plus les mêmes joueuses qui vont se retrouver pour les éliminatoires. Ça a changé. Le Togo aussi se prépare avec ses joueuses. Sao Tomé se prépare également. On ne connaît pas cette équipe de Sao Tomé Principe. Et cette équipe sera découverte lors de la manche aller. Et c'est là que l'équipe togolaise aura véritablement découvert cette équipe. On ne peut pas dire que ce sera un match facile parce que oui, on ne connaît pas cette équipe de Sao Tomé. D'accord, on quitte les filles et maintenant on reste avec les garçons qui étaient sur la pelouse le samedi dernier dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 de football. Le Togo a été accroché au stade de Kégué, un but partout par le Congo-Brazzaville. On va évoquer la prestation de chacun des joueurs qui ont foulé la pelouse du stade de Kégué le samedi dernier. Le Togo s'est présenté avec Bakola Makom dans les buts, Ate Youssouf dans le couloir droit, Djinn Dakonam en défense centrale avec Agbozo Clousset. Moussa Bilal a occupé le couloir gauche, mais on ne va pas parler de lui parce qu'il évolue sur le plan local. Romao était dans la récupération avec Anholo Roger, Plaka Fessou et David Enen étaient sur les côtés. Et puis là-bas, Fodo était en attaque appuyé par Ilas Bebou. Voilà donc l'équipe qui a fait l'entrée sur le terrain au coup d'envoi de cette rencontre contre le Congo. Barcola Malcolm était le portier de cette équipe des éperviers du Togo. Et depuis un bon moment, il arrive donc à rassurer le public sportif par rapport à ses prestations, même s'il a en question un but dans ce match. Il a encore rendu une copie qui n'est pas très 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 mauvaise, Félix. Oui, un but involontaire, un parfait plat du pied, malheureusement, c'était de son coéquipier, un but qui pourrait même remporter le prix pour Cassin. Mais bon, oui, il a fait un bon match comme d'habitude, même si il a hésité en première période sur une balle mal rendue par un coéquipier, mais dans l'ensemble, moi, je pourrais lui donner un 6 sur cette rencontre. Oui, les rares fois où il a été sollicité, il a toujours répondu présent. Voilà, Barcola Malcolm, Grégoire Ratinho, la constance en sélection et puis une certaine régularité du côté de l'Olympique Lyonnais, même si dans ce club, il est le 3e gardien. Oui, en fait, ici, la dernière fois, je crois qu'il n'a pas été tellement sollicité. Ça, il faut également le reconnaître. C'est vrai qu'il avait une défense qui a quand même fait un bon travail la dernière fois, même si le Togo a encaissé le premier but. Ça fait que Barcola Malcolm n'était pas tellement sollicité dans ce match, tel que Félix vient de le dire. Les rares fois où il a été sollicité, on a vu quand même qu'il était toujours présent. On a vu également une action, cette action-là qui a amené, entre guillemets, ce pénalty que l'arbitre avait entre-temps accordé. Sur cette action également, on a vu son intervention. C'est vrai que ce n'est pas rentré, c'est vrai que le pénalty aussi n'était pas finalement accordé, mais moi je me dis qu'il reste quand même ce gardien-là qui, pour le moment,
se comporte très bien dans ces matchs, surtout avec les éperviers. Oui, on sait que du côté de Lyon, il n'est pas tellement utilisé, il n'est pas tellement donc sollicité, mais ici, c'est le gardien titulaire, si on peut le dire ainsi. Et là, il reste quand même ce gardien-là, pour le moment, qui fait quand même bonne prestation. S'il faut le noter, tu le donnes combien? 6, pourquoi pas. D'accord. Félix Wala, Barcola Macom. Enfin, Vic Sainté. Non, je pense que Barcola Macom, comme Félix et Grégoire l'ont déjà dit, aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs de cette sélection-là, ou carrément le meilleur, parce que quand on prend même si ces 3 derniers matchs-là, il a encaissé 5 buts, mais il a rendu des copies qui étaient tout simplement extraordinaires. Et comme il nous a déjà habitués avec sa première sélection ici. Maintenant, après, sur ce match-là, comme Grégoire l'a dit, il n'a pas été aussi autant sollicité que voilà, on pouvait l'imaginer face au Sénégal ou à la Namibie. Donc, je lui donne 5 parce que au final, le score n'a pas été à notre avantage. Et donc, voilà, tu lui donnes 5. Dans la ligne défensive, on avait Até Youssouf sur le côté droit, au poste de latéral droit. Félix Wala, que dire de la prestation du joueur de Wafa lors de cette rencontre? Déjà, ce n'était pas une prestation ISL, ça il faut le reconnaître, mais il a fait une passe décisive. Le centre venait de son côté. Couloir. D'ailleurs, c'est lui qui fait le centre, même si c'était un mauvais centre. Non, mais c'était quand même pas un mauvais centre. Oui, mais ce n'était pas destiné à plaquer Fessou. Pas plaquer Fessou, mais il y avait... C'est plutôt c'est là-bas qui a raté. C'est là-bas qui a raté son contrôle et il faut le lui concéder cela au moins. Oh, oui, bon, parce que le centre, bon, c'est bien vrai que c'est... ce n'était pas entre le gardien et le point de pénalty, mais c'était quand même dans la surface de réparation. Ce que je reprochais à chaque fois à nos latéraux qui centraient au 3e poteau ou carrément en dehors de la pelouse. Mais pour sa prestation en général, elle n'était pas aussi grande. Je me suis dit peut-être progressivement, parce que c'est un jeune joueur, il va progresser au fur et à mesure avec l'équipe. Ce n'est que sa 2e titularisation sous Paulo Duarte. Donc, défensivement, il n'a pas été aussi bougé comme Moussa Bilal de l'autre côté. Et je pense que, oui, avec un centre, un but, avec une passe décisive, on peut se dire qu'il a réussi en quelque sorte son match. Donc, 5,50 ou 6, ça pourrait passer aussi. D'accord. Até Youssouf dans le couloir droit de la défense togolaise, un centre, une passe décisive dans ce match. Et je crois que c'est l'un des rares centres qu'il a eu à effectuer tout au long de la partie parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour monter et aller créer le surnombre devant. Et Grégoire Attignon, que dit de la prestation de ce jeune latéral droit du Togo? Oui, vous savez, Até Youssouf, latéral droit, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas son poste de prédilection. Ce n'est pas son poste. Il évolue souvent dans l'axe de la défense ou bien devant cette défense-là, c'est-à-dire au poste de milieu récupérateur. Bon, maintenant, c'est parce que nous avons un souci avec notre côté droit, latéral droit. Donc, aujourd'hui, il est sollicité. Comparativement au match qu'il avait fait face à la Namibie, samedi dernier, ce n'était pas ce Até Youssouf qu'on a vu. Ça, il faut quand même avoir le courage de le reconnaître. Ce n'était pas un grand Até Youssouf. Il n'a pas eu quand même cette opportunité de porter le ballon beaucoup plus devant comme Moussa Bilal le faisait. Mais une fois qu'il était monté, il a eu cette occasion. Il est arrivé quand même à centrer et son centre a quand même trouvé quelqu'un et il est devenu passeur sur cette action. Et donc, moi, je me dis que oui, la prestation, oui, ce n'est pas véritablement ça. Et donc, moi, je me dis que 4,50, ça n'est pas mal pour lui. Il y a quelqu'un qui est en pleine progression depuis qu'il a rejoint la Tunisie. C'est bien l'ancien joueur de Dynamique togolais, Agbozo Clouset. Il était associé à Dieng Dakonam au niveau de l'axe de la défense togolaise le samedi dernier. Il a rendu une copie qui n'est pas mauvaise aussi. Non, moi, je pense qu'il est l'un des rares joueurs qui ont rendu une copie extraordinaire l'autre fois, même si, le Congo nous a tenu en échec chez nous, un but partout. Je pense que Agbozo Clouset, quand on le suit, il est en progression, en nette progression. Depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Béja, on sent qu'il est en train d'apprendre
dans le club tunisien et donc cela rejaillit sur ses prestations en sélection. On l'a vu l'autre fois qu'avec Dieng, ça garantissait beaucoup plus de sécurité par rapport à Barcola, Malcolm, et donc je pense que ce jeune-là, il est à suivre de très près et je pense qu'il forme une très bonne paire avec son capitaine Dieng Dacona. Moi, je vais lui donner 7 sur 10 parce qu'il m'a épaté. Et voilà, que ce soit dans l'anticipation, dans la relance, il était aussi présent, dur sur l'homme. Voilà, vivement qu'il continue sur cette lancée et qu'il grandisse davantage. C'est donc pour Agbozo Clousset par rapport à sa prestation contre les Diables Rouges du Congo. La dernière fois, au stade de Kégué, le capitaine Dieng Dacona a quitté le bateau avant l'atterrissage pour cause de blessure. Mais que dire de sa prestation dans ce match, Félix? Pas mal, c'était du Dieng. Même si, oui, il n'a pas été aussi sollicité parce que la défense togolaise, cette fois-ci, elle a été bien protégée. Mais par rapport à son compère, comme Vicente vient de le dire tout à l'heure, je pense que le jeune Agbozo a été plus en vue que Dieng Dacona. Lui, c'est un expérimenté. Il compasse sa petite taille pour un défenseur central par de l'agressivité. Et avec son expérience et sa grande vision de jeu, il arrive à faire peur avec son aura aux adversaires. Donc je pense que, oui, depuis un moment, on le sent un petit peu en difficulté, mais un lion blessé, un lion affamé vaut mieux qu'un chat. Donc moi je pense que, oui, c'était du Dieng. Peu importe tout ce qu'on peut dire, il reste toujours du Dieng, il reste toujours le ministre de cette défense. Donc je pense qu'il n'a d'ailleurs pas fini le match. Et rappelez-vous, juste après sa sortie, on a failli encaisser un second but. Mais il était là contre la Namibie. Oui, on parle du match face au Congo. On parle du match face au Congo. Face au Congo, juste après sa sortie, notre défense a failli prendre l'eau et il y avait eu cette action de pénalty. Donc je pense que c'est un équilibre dans cette défense. Il rassure son compère Dallas. Donc pour ce match 1-6, c'est pas mal pour Dieng. Le capitaine des éperviers du Togo, Grégoire Atigno, il est sorti avant la fin du match, mais on a remarqué qu'au fil des matchs, Dieng, ce n'est plus le Dieng qu'on connaissait avec la rage, la hargne qu'on lui connaissait. Il n'a plus ça en sélection. Est-ce que c'est parce que l'équipe ne gagne plus? Non, mais je crois que samedi dernier, Dieng a joué. Il faut le reconnaître. C'est vrai que face à la Namibie, ce n'était pas le grand Dieng, mais samedi dernier, face au Congo, on a retrouvé un autre Dieng. Il a fait le match qu'il fallait faire. Et moi, j'ai même été surpris de le voir des fois même devant, c'est-à-dire il va même jouer jusqu'au milieu du terrain, même jusqu'en attaque, parce que c'est là-bas même qu'il a contracté donc la blessure, parce qu'il était monté pour quand même sur un coup franc, je crois bien, et c'est là qu'il a été, je crois il a été même, il y avait même une faute sur lui que l'arbitre n'avait pas sifflé, donc c'est là qu'il a été touché comparativement au match face à la Namibie. Il a quand même mieux joué la dernière fois, parce que là, en début de match, moi je ne voyais pas tellement Agbozo Clousset, parce que il y a cet attaquant congolais, le Dossoi 3 congolais, qui dérangeait énormément Agbozo. Même dans les duels aériens, Agbozo n'arrivait pas à récupérer la balle. C'est toujours le Congolais qui arrive, mais il y a quand même Dieng qui arrive à le suppléer, qui arrive quand même à l'aider à récupérer les balles et à rapidement ressortir donc les actions. Donc moi je me dis que Dieng il s'est mieux comporté dans ce match face au Congo que face à la Namibie. Et moi aussi je pense qu'il mérite quand même d'avoir un 6 dans ce match. Malheureusement, il a quitté les siens avant la fin de la partie. On l'attendait, il était là, il était présent également sur la pelouse. Jacques Alexis Romao était bien présent dans le match contre le Congo le week-end dernier, mais malheureusement, le joueur Dionyos a marqué un but contre son camp et ce but a tout simplement sali sa feuille de match. Vicente. Oui, évidemment, je suis très malheureux pour Alexis Romao parce qu'il a effectué un retour catastrophique, si on peut le dire, parce que ce retour a été non seulement préjudiciable pour lui-même, mais aussi préjudiciable pour la sélection, parce que c'est vrai, on a crié longtemps qu'on avait besoin de ce milieu-là, boss to boss, un milieu qui quand même va essayer d'anéantir les velléités offensives adverses. Maintenant, oui, Jacques Alexis est de retour, je le disais la fois passée que ce match-là
constituer en même temps un match piège pour lui. Et s'il le rate là, il aura toute la foudre du public sportif sur sa tête. Et il a complètement raté. Hein. On a vu même Félix parler de son but. Oui, complètement, parce que quand vous êtes quand même un Jacques Alexis Romao que l'on connaît, mais vous ne venez... Oui, 37 ans, mais il continue de jouer dans son club. Et donc, il fallait quand même être un atout de plus pour la sélection. Mais l'autre fois, je ne pense pas qu'il a été. Et ce but, d'ailleurs, qu'on a encaissé de lui a été, d'ailleurs, le reflet de tout le match qu'il a fait. C'est vrai qu'il a juste fait les 45 minutes, mais je ne suis pas sûr qu'il... Bon, s'il va continuer à être titulaire avec la prestation qu'il a faite l'autre fois, et moi, pour être gentil avec lui, je lui donne 4. Vicente est très sévère. Voilà, je pense que Vicente, il a son avis. Grégoire Atignon, hormis le but marqué contre Socan, que dire de la prestation de Romao sur le temps qu'il a passé sur le terrain avant que la mi-temps n'intervienne? Non, mais je crois qu'il faut quand même noter quelque chose. Ce n'est plus le Romao qu'on connaissait avant, ce n'est plus le même Romao. C'est vrai que le public sportif attend découvrir Alexis Romao qu'on connaissait, mais il faut reconnaître que le gars a pris de l'âge. Il est âgé maintenant, sa prestation ne peut plus être comme avant. Maintenant, quant à ce qui concerne le match face au Congo, moi aussi, je n'ai pas vu un grand Alexis Romao. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Oui, il arrivait quand même à récupérer les balles, maintenant servir. Il y a également des déchets dans le jeu. Peut-être, oui, c'est parce que c'est Alexis Romao. Les Congolais se sont également préparés par rapport à ça, parce que ça, son retour a été véritablement annoncé. Donc là, on sait que c'est Alexis Romao. Il faut quand même mettre un système en place qui ne va pas lui permettre de bien faire son match. Et donc, je me dis que ce n'est pas aussi un grand Alexis Romao que moi aussi j'ai vu la dernière fois dans ce match face au Congo. Et puis, ce but-là qui est arrivé, et puis aussi, il n'a pas terminé le match. Il n'a joué que 45 minutes. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a demandé donc, à sortir ou bien c'est le choix de l'entraîneur. Bon, on voulait quand même avoir l'expérience d'Alexis Romao. Finalement, cette expérience n'a pas tellement apporté à cette équipe du Togo. Félix, est-ce que Romao était sous pression et tu enchaînes en même temps avec la prestation d'Arolo? Non, je ne l'ai pas senti sous pression. J'ai vu un Romao à l'aise dans les sorties de balles. C'était lui le premier relanceur dans l'entrejeu. Et même, le milieu togolais n'a jamais été en difficulté dans cette rencontre. J'ai vu une équipe togolaise qui a maîtrisé sa rencontre. Hormis le but qu'il marque contre son camp, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à plus que ce que Alexis Romao a donné la dernière fois. Ce n'est pas un joueur de dernière ou d'avant-dernière passe. Entre lui et Aholu, je pense que c'est lui qui arrivait même à sortir les balles, à trouver ses coéquipiers dans les petits espaces. Donc je pense que pour moi, il a fait le minimum qu'il pouvait faire. Maintenant, il n'a plus les jambes, comme Grégoire vient de le dire, de 23 ou 25 ans. Aujourd'hui, il a 37 ans. Il ne peut plus se balader par terre ou faire des anticipations musclées. Félix, on parle quand même d'Alexis Romao. Oui, on parle d'Alexis Romao, mais il y a beaucoup de... C'est le seul rescapé de la Coupe du Monde 2006 aujourd'hui en sélection. Vous ne pouvez pas demander à Zlatan aujourd'hui. On a vu Charles Caboret avec le Burkina Faso. Oui, mais avec quel rythme? Il faut voir le rythme auquel le joueur évolue. Il y a là le facteur âge. Le niveau également, le niveau où il joue. Le Romao dont tu parles, c'est le Romao de Grenoble, de Laurent Cuseau, de l'Olympique de Marseille et autres. Donc aujourd'hui, il est en deuxième division du côté de la Grèce à 37 ans. Je pense que il faut être un peu moins dur avec aujourd'hui, si on a eu à faire revenir Alexis Romao en sélection, c'est parce qu'on a un réel problème au niveau de la récupération. Voilà. Est-ce qu'il a réussi à colmater les brèches, à être le trait d'union entre les problèmes que nous cherchons et son arrivée? Je pense que oui, parce que pour rebondir sur Aholu, il a libéré. Oui. La présence de Jacques-Alexis Romao a permis à Aholu de faire un grand match. Parce qu'il a raté ces deux sorties avec le Togo. Ces deux premières sorties pour le Togo. Et en plus, j'ai senti un Bébou devant qui était libéré des tâches défensives, qui arrivait à faire les avant-dernières passes, qui ne pensait plus à revenir faire les tâches défensives. Donc moi, je pense que les 45 premières minutes de Jacques-Alexis Romao ont permis à, comment l'appelle-t-on, à Aholu de se libérer en seconde période, malgré le fait qu'il a eu un carton jaune
il a fait un très bon match. Lui, je peux le créditer de 8 parce qu'il il m'a vraiment épaté la dernière fois. C'est tout ce qu'on demande à un milieu défensif, de protéger ta défense, d'arrêter les attaques adverses, d'apporter un surnom, toujours d'être au fond, au cœur du jeu. Et il a fait. Donc, je pense que oui, même si Romao n'a pas fait le match, peut-être que c'est le public qui s'est trompé en attendant trop de Jacques-Alexis Romao. D'accord, on monte d'un cran et on va maintenant sur la deuxième ligne au milieu du terrain pour évoquer la prestation de David Enen qui était également titulaire le samedi dernier au stade de Kégué Grégoire-Attignon. Oui, et David Enen aussi n'a pas tellement joué la dernière fois comme face à la Namibie. Il avait fait quand même un grand match face à la Namibie, mais face au Congo, il y a quand même ce couloir-là, ce latéral congolais qui ne lui a pas tellement laissé de champ. Il s'est quand même procuré de quelques occasions dans ce match, notamment une frappe enrôlée que le portier Mafumbi est parti chercher pour le mettre en corner. Il a quand même eu à arriver à faire certains débordements, mais seulement que cela n'a pas permis à l'équipe togolaise de marquer parce qu'il évoluait sur le côté, tout comme Plaka Fessou. Il devait également être beaucoup plus prompt dans ses actions, mais là, il n'arrivait pas à gagner trop ses duels. C'est ça que moi j'ai remarqué la dernière fois. Et vous avez constaté également qu'à la mi-temps, lui aussi, il a été remplacé donc, par le sélectionneur. Donc moi je dis que s'il prend un 5, ce n'est pas mal parce que oui, il a essayé quand même de faire quelque chose, mais pas comme face à la Namibie. Attendu également, il a répondu présent dans cette partie contre le Congo le samedi dernier. C'est bien Plaka Fessou Mémé qui est d'ailleurs l'auteur de l'unique but togolais dans cette partie, l'égalisation à la 56e minute avant le but. Que dire de la prestation de Plaka Fessou? Oui, bien avant le but, d'ailleurs même en première mi-temps, on a vu un Plaka Fessou moins en forme. C'est vrai qu'il essayait beaucoup de choses sur le côté, mais il n'arrivait pas forcément à réaliser ses intentions. C'est en deuxième mi-temps qu'on a vu la plénitude du talent de ce jeune homme-là. C'est vrai que quand il joue, on sent qu'il a envie de jouer, on sent qu'il a besoin de temps de jeu. Et c'est ce qu'il nous a encore prouvé l'autre fois. Moi, je pense qu'il est quand même l'un des meilleurs joueurs sur ce match-là parce qu'il a beaucoup apporté sur le côté, même en première mi-temps. Il a beaucoup gêné le défenseur qui était son vis-à-vis. Et il a quand même essayé de centrer. C'est vrai qu'il n'était pas efficace sur ses centres et les coups de pied arrêtés en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'est ce qu'il a corrigé. Et il a été aussi beaucoup plus sollicité en deuxième mi-temps parce qu'on savait que par lui, beaucoup de choses pouvaient arriver. Maintenant, voilà, tous ces efforts-là ont été récompensés par un but magnifique qu'il a marqué avec une frappe. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, un joueur qui a une force de frappe, un joueur qui sait quand même tirer les coups francs. Et donc, quand ce ballon lui est arrivé, il n'a même pas réfléchi par deux fois. Il a frappé d'une frappe assez lourde que le gardien adverse n'a même pas pu capter. Donc, je pense qu'avec ce but-là et toute la prestation qu'il a faite l'autre fois, je peux quand même le créditer de 8 sur 10. 8 sur 10, lui, il est bon en club très souvent sous le maillot de Hoffenheim du côté de la Bundesliga. Mais en sélection, il n'arrive pas à convaincre. La dernière fois, il a essayé des choses. Il a ce bébou dans cette partie. Oui, mais bizarrement pour moi, c'était le meilleur joueur du tout. Oui, pour moi, je dis pour moi. Mais... Dans ce match, je dis pour moi. Oui. Je m'explique. Mais tu exagères. Hein? Tu avais exagéré pour Alexis Romao. Est-ce que je t'ai fessé? Je m'explique. Bébou, c'est un joueur à Hoffenheim qui évolue souvent en 9 ou 9 et demi ou en 10. Derrière l'attaquant, derrière son numéro 9. Et c'est dans cette configuration qu'il était la dernière fois. Justement. Et il est souvent explosif dans son club quand il est en forme dans ce registre-là. Et la dernière fois, c'est dans cette configuration. On l'a vu très bas l'autre fois. Il était juste derrière, comment on appelle là-bas. Et Plaka sur le côté droit et David Enen sur le côté gauche. Maintenant, pourquoi je dis que pour moi, c'est le joueur le plus en vue? Mais lorsque vous arrivez à faire les 2 bonnes dernières passes en première période pour David Enen qui loupe pour moi
ce but, normalement, David Enen devait le mettre dans les filets, se t'enrouler. Mais Félix, c'est le portier qui a fait des efforts. Je pense que il a quand même essayé de tirer très fort. Je pense que si on se base sur les qualités techniques de ce joueur, c'est un joueur élégant qui devrait normalement faire vibrer la foule en enroulant parfaitement cette balle dans les filets. C'est le Neymar de la sélection togolaise. Le Neymar de la sélection. C'est pourquoi je vais être un peu dur avec lui. Parce que c'est un joueur qui a de grandes qualités, mais qui s'amuse beaucoup. Qui n'est pas surtout. Mais il n'est pas. La preuve, on l'a sorti après 45 minutes. Il n'est pas à chaque fois concentré sur l'objectif. La dernière fois, face à son vis-à-vis, il avait fait un dribble chaloupé dans l'espace. Et puis, il perd la balle. C'est un joueur avec qui on devrait être dur pour qu'il se donne sur le plus. Lorsque vous venez en sélection, il n'a pas encore marqué un but, mais ces genres d'occasion, normalement, vous les mettez dans le filet. Parce que le Togo... Sans oublier qu'il n'est pas aussi un neuf. Vous essayez de dire qu'il ne met pas encore... C'est le gardien qui a fait des efforts. Il ne met pas encore du sérieux. Parce qu'il a enroulé sa balle. Du sérieux. Parce que si c'était par exemple Plaka ou si c'était un autre joueur, je n'aurais pas les mêmes arguments. Je sais que le joueur, je sais que David Enen peut faire. Oui, c'est cette action. C'est cette action. Comment est-ce qu'il pouvait encore jouer? Non, mais pour moi, si vous voyez très bien sa frappe, ce n'est pas vraiment enroulé dans l'angle. Ce n'était pas vraiment dans l'angle. Mais il a essayé. Oui, il a essayé. C'est pourquoi je dis que je parle en fonction de la tête du client en fait. Ouais. Parce que c'est David Enen que j'ai envie d'être. David Enen, c'est quand même l'un des plus jeunes joueurs de la sélection. Au service de la sélection, toutes ses qualités techniques. Maintenant, il devait faire briller Bébou. S'il mettait cette balle dans les filets, parce que ce serait une part décisive pour Bébou qui a eu la grande vision de le servir dans cet espace pour qu'il mette. Maintenant, Bébou, il a fait de mauvais choix sur deux actions. Une où il devait décaler son partenaire, il fait la frappe, et dans l'autre situation, il fait l'inverse où il devait faire la passe, il fait sa frappe. Donc je me dis que ce Bébou, depuis qu'il est en sélection, depuis qu'il est en jaune, c'est la première fois que moi, personnellement, je vois ce Bébou. Le visage qu'il a montré la dernière fois. J'étais même surpris de le voir en puissance, même en fin de rencontre, parce que je me disais que, comme il a souvent été fatigué, remplacé en fin de partie, même en club. En plus, il avait contracté le Covid. Donc, sur ses prestations, moi, je donne un 7 à Ilas Bébou. 7 pour Ilas Bébou. On reste avec Grégoire Atigno pour finir avec le 11 rentrant de la dernière fois. Là-bas, Fodo, Kodjo, impérial buteur en club, mais pétard mouillé en sélection. C'est quoi le souci? Pétard mouillé. C'est toujours la déception du côté donc, de l'équipe nationale. Sur les 3 derniers matchs des éperviers, la plus grosse déception, c'est bien sûr là-bas, Kodjo Fodo. Il ne se crée pas il n'arrive pas à avoir des occasions dans les matchs. La dernière fois, je ne me rappelle pas si là-bas a eu une occasion où franchement il a véritablement tiré au but. Je ne l'ai pas vu. Et ça devient quand même un souci pour ce joueur. Je me dis qu'il n'est pas... Quand il est en équipe nationale, je me dis qu'il n'est pas toujours libéré. Il ne joue pas libéré comme Plaka l'a fait la dernière fois, comme Ilas Bébou ou encore comme David Enen. Tout à l'heure, Félix parlait donc de cette passe de Ilas Bébou. La passe arrivait, mais là-bas a déjà dépassé le ballon. Et c'est là il cherchait à revenir, à contrôler cette balle. L'adversaire était déjà présent. Donc, c'est sur cette action et en deuxième période, on ne l'a pas tellement vu sur ce centre de Ate Youssif qu'il a raté et que finalement Plaka va mettre au fond. Même sur ce ballon, il pouvait quand même aller à la rencontre de la balle et ajuster une frappe. Oui, mais le centre aussi venait. Mais n'oubliez pas également qu'il y avait 2 défenseurs qui également venaient, qui étaient sur lui. Et donc là, il n'est pas arrivé, il n'a pas pu contrôler le ballon. Finalement, c'est pas s'il a su avant donc de laisser la balle, parce qu'il y avait 2 adversaires qui venaient et finalement qui a profité à Plaka. Donc là-bas, c'est la grosse déception ces derniers temps du côté donc des éperviers. Et là, il n'a rien fait dans ce match. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Là-bas, Fodo, malheureusement, en méforme ces derniers temps dans le nid des éperviers. On parle rapidement des remplaçants qui ont effectué leur entrée dans ce match à
à Kwesson a remplacé Jane dans cette partie, Vicente? Oui, d'abord, je pense que ces changements-là révèlent tout simplement l'intention de Paulo Duarte de quand même essayer les jeunes, parce que on se dit, sciemment ou non, que ça devient de plus en plus impossible pour le Togo de participer à une Coupe du Monde 2022. Donc, il fallait quand même en profiter pour essayer tous les jeunes qui sont là et voilà, commencer une reconstruction si possible. Donc je pense que l'entrée, que ce soit de Akwesson, Marouf Takei, Nan Richard, le jeune m'avait dit, je pense que c'est dans la logique de Paulo Duarte de faire jouer ces jeunes-là et de voir comment ils vont se comporter. Maintenant, par rapport à Akwesson, je pense qu'il n'a pas été beaucoup sollicité. Il dormait. Non, faut pas avoir peur des mots. Il dormait comment, mais sur l'action du penalty non sifflé ou bien sur la du penalty avorté, il était dans le vent, il n'était pas dans la surface pour être défenseur central longiligne de sa carrure. Normalement, il est très difficile de remplacer un certain Diène Dakonam. Donc, mais lorsqu'on vous donne une opportunité, il faut la saisir. C'est vrai, je te dis qu'il n'a pas été trop sollicité. Moi, je n'ai pas vu Akwesson beaucoup trop sollicité. Mais juste après son entrée, on a eu dans des actions. Maintenant, sur l'action du penalty avorté, mais il était où? Moi, j'ai bien revu la vidéo, mais il était latéral gauche. Il n'était pas dans la surface. C'est ce que moi je voulais dire en fait. Il pouvait quand même pas être partout à la fois. On a compris. Non, mais vous avez vu la zone dans laquelle... Grégoire Attignon, on parle de Tchakei Marouf qui est rentré également dans cette partie à la place de Romao Alexis. Oui, Tchakei Marouf à la place de Romao Alexis, mais on a vu un Tchakei Marouf beaucoup plus porté vers l'avant. Tchakei Marouf n'était pas donc du côté de la récupération, mais il était beaucoup plus porté vers l'avant parce qu'il soutenait beaucoup plus l'attaque, et vous allez voir que sur les situations standards, les coups francs, c'est lui qui s'occupait. Bon, en fait, il est venu faire les 45 dernières minutes. Rien à reprocher donc à Tchakei Marouf dans ce match. Il essaye, on essaie donc de lui faire un tout petit peu de confiance, et je crois que si on fait confiance totale à ce joueur, il peut quand même apporter. On le sait, il est capable de beaucoup de choses, et si on lui fait véritablement cette confiance-là, moi je me dis que c'est quelqu'un qui va beaucoup plus apporter à l'équipe nationale. Il était rentré la dernière fois, il a rendu quand même une copie parfaite. Voilà, Tchakei Marouf, depuis qu'il a quitté Asco de Kara, il rend également des copies propres dans son club du côté de l'Est, Vita Club au Congo. Celui qui est rentré également, on a longtemps réclamé sa titularisation en sélection. Il a remplacé le buteur, c'est bien sûr Nan Richard qui est entré dans cette partie. Une déception totale. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Une déception totale. On ne voyait que ses cheveux. Ça n'a pas été total. Hein. Oh, ça peut être une déception, pas totale. Une déception totale, on ne voyait que ses cheveux sur la pelouse. Vous savez, aujourd'hui... C'est le Paul Pogba de la sélection. Mais en même temps, ça m'a surpris que ce joueur de qualité, si je ne connaissais pas le joueur, je me dirais que peut-être, il ne méritait pas sa sélection, alors qu'il méritait amplement sa sélection, et même il pouvait même prétendre à une place de titulaire. Bon, je ne sais pas si c'est ce que je disais pour Akwesson tout à l'heure, c'est que mentalement il y a des joueurs qui ne sont pas encore prêts pour aborder la tunique de la sélection togolaise. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Normalement, même si c'est une minute qu'on vous accorde, ils ne mesurent pas l'étendue de la mission qui les attend en sélection. Je pense, parce que même si c'est une minute qu'on vous accorde, il faut profiter au maximum pour marquer et les sélectionneurs et le public. Ça, c'est très important. Si Nan était conscient de ses missions, il devait se remettre en cause après cette prestation mitigée de la dernière fois et saisir l'opportunité parce qu'aujourd'hui, vous savez, le sélectionneur commence par découvrir son groupe. Nadjombe, il était là face au Sénégal, aujourd'hui il n'est plus là. James Olufade, pareil. Il n'est plus là. Donc je pense que le coach commence petit à petit. Alors quand vous ne... La petite opportunité que vous avez, demain, par exemple, moi je ne serais pas surpris si le coach ne fait pas appel à Nan Richard, par exemple, parce que même si c'est 15 minutes qu'on vous donne, il faut en profiter. Par rapport à un
Et l'homme avait dit, par exemple, qui était sans club. On fait la transition et on va rapidement vers Grégoire Atigno pour qu'il se prononce sur la prestation de Elom Nyavedi qui, heureusement, arrive toujours à faire de très bonnes entrées depuis pratiquement 3 matchs. Et la dernière fois, il a encore montré de très belles choses dans cette partie. Non, mais je crois que c'est un jeune qui, quand même, est en train donc de progresser au fil des matchs. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, il n'a pas de club, mais l'entraîneur lui a fait confiance et l'a convoqué. S'il a fait confiance, s'il a convoqué, c'est parce qu'il compte sur lui, il sait qu'il peut quand même apporter quelque chose. Et c'est pour cela qu'également, il vient sur le terrain. On sait que quand il arrive sur le terrain, il a cette envie de bien faire, cette volonté. Je sais pourquoi. Et à chaque fois qu'il arrive, il change l'allure de la rencontre. Oui, je sais pourquoi il se donne ainsi. Parce que oui, il veut toujours garder sa place au sein de cette sélection. Et moi, je me dis que oui, c'est vrai, c'est bien, mais il va falloir qu'il cherche un club, qu'il ait un club. Et c'est dans ce club qu'il doit véritablement travailler avant véritablement de mériter sa place en équipe nationale. On ne peut pas, il est jeune, il ne peut pas venir faire carrière en équipe nationale parce qu'en équipe nationale, ce n'est pas tous les jours on joue. Et là, je sais pourquoi il vient. Quand il vient, il a envie de bien faire, il a envie de séduire véritablement le sélectionneur ou bien le staff. Et c'est pour cela que quand il rentre, il a cette envie-là, ou bien il se donne. Maintenant, je voudrais un tout petit peu rebondir par rapport à ce que Félix a dit par rapport à Nan. Je me dis que il était rentré, quelles a été véritablement les consignes données à Richard Nan avant qu'il n'entre sur le terrain? Quel poste ou bien dans quel compartiment Nan a évolué là-dedans? Moi, je ne l'ai pas retrouvé sur le terrain. Oui, lui-même, il ne s'est jamais retrouvé. Voilà, moi, c'était du poste pour poste. C'était du poste. Oui, mais quel 4-3-3. Oui, qu'est-ce qui a été dit aux joueurs? Qu'est-ce qui a été dit aux joueurs quand il rentrait sur le terrain? Parce que c'est un conférence de qu'il voulait de la vitesse, c'est pourquoi il a fait rentrer, par exemple, combien de ballons Nan a joué la dernière fois? Moi, c'est ça. C'est un peu ça également le problème. Quand si véritablement on lui donnait le ballon et qu'il n'arrivait pas à faire quelque chose avec le ballon, c'est là on peut dire qu'il n'a pas été. Il y a eu une ou deux fautes sur lui. C'est là où on l'a. Voilà, c'est dire qu'il a été complètement à côté de son match. Moi, je me dis quelles ont été les consignes que le coach lui a données et dans quel registre il a évolué la dernière fois. On sait que Nan Richard, comment est-ce que Nan et Richard jouent? C'est un joueur explosif qui va de l'avant, qui va provoquer l'adversaire. Le côté et rentrer dans la surface de réparation. Mais si on le met dans un registre où il n'a pas l'habitude de jouer là-bas, ça également peut donc poser un problème. Il était le troisième attaquant sur le côté gauche. C'est là où en général, je pense que ces jeunes joueurs ont un problème d'intégration en sélection nationale. Et c'est psychologique parce que longtemps, la sélection n'a pas soumis les joueurs à une concurrence assez dure. Et donc, c'est vrai qu'ils ont fait une extraordinaire coupe continentale au niveau de la sélection locale, mais extraordinaire. Ils ont remporté la coupe. Oui, non, mais oui, le Togo a été champion. Attends. Non, mais c'était quand même une première fois, Félix. C'était quand même une première fois. Moi, je parle d'individualité. Quand on prend Nan Richard, prend Nan Richard, il a été exceptionnel sur ce CHAN-là, avec ce but-là splendide. Toutes les chaînes télé l'ont repris, je pense qu'il a été exceptionnel. Maintenant, la question, c'est de savoir si réellement il est intégré en sélection nationale. Je ne pense pas. Grégoire était en train de le dire. Il a été tout simplement effacé dans le match parce qu'il ne se retrouvait pas. Moi, j'ai vu Nan Richard rentrer. Il donnait des consignes à un certain coéquipier. Et puis après, lui-même, il ne s'est pas retrouvé. Je me demande si vraiment les consignes qui lui ont été données allaient dans le sens de ses compétences. C'est là aussi la question qu'il faut poser. Donc, d'accord. Voilà, malheureusement, il n'a pas été au top. On va évoquer rapidement ce cas avant de mettre fin à cette émission. On a appris que Ilas Bebou et bien sûr David Enen ne seront pas de la partie ce soir parce que leurs compagnes ont donner naissance à des enfants et donc le staff technique a décidé donc de laisser partir ces joueurs qui sont quand même là pour une cause nationale. Est-ce que la naissance d'un enfant est plus important que la patrie? La question reste posée. Je veux votre avis sur la question, messieurs. Bon, moi, je pense que parce que je suis papa. Papa Félix. Oui, je suis papa, donc il faut être papa pour comprendre véritablement ce que cela signifie. Je comprends aussi. Oui, ce sont des joueurs qui ont une culture européenne. Dans le contexte africain, on peut se dire que ça ne fait rien, mais pour des joueurs qui ont une culture européenne, c'est un facteur important. Si c'était moi, par exemple, à leur place,
je finirai le match le mardi et puis je rentre. Si c'était moi. Maintenant, je ne peux pas les accuser parce que c'est une responsabilité. Il y a un bon nombre de joueurs, même Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, avait snobé un match du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid en 2015 pour aller assister à la naissance de son enfant, de son deuxième garçon. Et lorsqu'il est revenu, Luis Enrique a décidé de le laisser sur le banc. Il est rentré en seconde période pour marquer un but sur coup franc. Donc, je ne peux pas blâmer ces joueurs d'avoir laissé préférer leur famille à la nation. Oui, ça peut se comprendre parce que des professionnels, des super professionnels le font, donc moi je les comprends. D'accord, des super professionnels le font, mais jouer pour l'équipe nationale, c'est quand même leur job aussi, Grégoire Ratignon. Je suis d'accord avec toi, Kelly, mais il faut reconnaître que moi je me dis que ces joueurs n'ont pas décidé eux-mêmes de partir. Sans doute que le staff leur a accordé. Peut-être qu'ils ont demandé. Oui, peut-être qu'ils ont demandé au staff. Oui, ils ont demandé au staff. Le staff leur a accordé cette permission. Et là, moi, je ne vois pas de problème dans ça. Je crois que ça arrive partout. Je me rappelle à une Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire jouait et Aruna Dindane était obligé donc de quitter la compétition et il défendait également les couleurs nationales. En Coupe d'Afrique des Nations également, Cyril Dia a perdu son papa en pleine compétition, mais il n'a pas quitté la CAN. En équipe de France, la dernière fois avec Coman, Kingsley Coman. Oui, Aruna Dindane a quitté donc la compétition pour aller également justement donner naissance à son enfant. Donc moi je me dis que bon, le staff a jugé qu'ils peuvent les libérer, c'est pourquoi on les a libérés. Et moi je me dis que les joueurs, là, il n'y a pas de faute. Oui, tu parles d'une cause nationale, mais là également, c'est une cause familiale. La famille aussi compte, hein. Il y a ça aussi. Je prends rapidement l'exemple de 2 matchs. Le 10 octobre 2005, Togo-Congo. Et Emmanuel Adebayo, Koubadia Kader ne peuvent jamais quitter la sélection pour une raison familiale. Oui, parce qu'ils ont une culture africaine. C'est ce que je dis. Non, attendez, Félix. Mais tu parles de l'enjeu. Évidemment, je suis en train de revenir sur l'enjeu. Quand on prend Togo-Gabon 2009, où le Togo devait se qualifier pour la CAN 2010, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui puisse quitter la sélection pour des raisons familiales. Et je rejoins Grégoire sur ça. L'enjeu du match, est-ce que c'est aussi important? Parce que moi, les joueurs préfèrent plutôt la famille à un Togo-Congo qui peut-être n'apporterait pas grand-chose parce que le Togo est sur une pente. Et donc, je pense qu'ils ont d'ailleurs bien fait de quitter la sélection pour leur famille. Même le plus grand joueurs, Cristiano Ronaldo ou encore le meilleur Lionel Messi ou d'autres joueurs comme Jérôme Boateng et autres quittent leur sélection ou quittent la profession, le club, le campement pour des raisons familiales parce que si tu as une culture européenne, la famille passe avant tout. On a une culture européenne, mais on joue pour un pays africain. Et je pense que dans ce genre de circonstances, le staff technique également a une part de responsabilité dans cette prise de décision. Non, mais on n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est ça que Vicente vient d'expliquer. Il a parlé d'enjeu. Il y a aussi l'enjeu. Voilà, il y a l'enjeu qui compte aussi véritablement. C'est que le Togo, si c'est que le Togo était encore en course pour la qualification. Par rapport au match de cet après-midi, le Togo gagnait pour rester scotché au Sénégal. Je ne crois pas que les deux joueurs même vont choisir de partir. Il y a ça aussi. À la place du Sénégal, par exemple. Évidemment, Bébou était en sélection, on lui a fêté, on lui a d'ailleurs félicité. On l'a déjà félicité pour ça, donc je pense que s'il part, c'est parce que l'enjeu n'était pas de taille. Il a jugé que la famille passe avant le match Togo-Congo. D'accord. Le match Togo-Congo, c'est bien sûr ce soir à partir de 16h au Congo-Brazzaville. Fin de ce numéro de l'émission La Grande Saison sur la radio qui mouille le maillot. Merci donc à vous qui nous avez suivis. Merci Félix Ouala, merci Vicente Nousoulé, Grégoire Ratignon. Un plaisir. Anas, le puissant Mogon, a assuré la technique derrière la baie vitrée. À la caméra, l'homme s'appelle Eloma Devon. Je suis Kelly Akweso. Mesdames, Messieurs, restez fidèles au programme de la radio qui mouille le maillot.